Bon, je vais quand même essayer de pouvoir vous parler un petit peu de quelles sont les prédictions possibles et quels sont les impacts en fait concernant les maladies rares. Alors, la définition d'une maladie rare, c'est lorsqu'une maladie atteint moins d'une personne sur 2000 dans la population générale. Et finalement, ces maladies rares s'opposent aux maladies dites complexes ou communes, où là, on va dire, c'est le cancer, la fièvre, enfin les grandes maladies qui atteignent quasiment tout le monde. En tout cas, on a toujours une personne dans la famille qui a ce type de maladie. Il y a souvent une confusion quand on parle de maladies rares entre justement cette maladie, est-ce que la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie rare ? Par sa définition, oui, finalement, c'est une personne sur 20 000 en termes d'incidence dans la population générale, donc oui, c'est une maladie rare, c'est pas une maladie commune complexe. Il y a des a priori encore, puisque finalement on se dit, bon, c'est une maladie rare, j'en verrai jamais. Après tout, c'est tellement rare que j'en verrai jamais. Et oui, effectivement, il y a des maladies qui sont tellement rares, il y a moins de 10 personnes à travers le monde qui ont ces maladies-là, en tout cas avec ce diagnostic. Parfois, ça peut être plus fréquent. Et pourtant, on va voir que la maladie rare, elle n'est pas si rare que ça, parce que si on les met toutes ensemble, ces maladies rares, ça concerne une personne sur 20. C'est-à-dire, quand même, 4 millions de personnes en France ont une maladie rare, et c'est 8% de la population. Et ça veut dire que ces maladies rares, elles sont donc en fait très fréquentes, simplement on ne les reconnaît pas, donc on les rate. Et puis ces maladies rares, elles ont pour un quart un début en période de la petite enfance, mais 3/4 qui vont se développer plus tard pendant l'âge adulte. Ça peut être les maladies auto-immunes par exemple. Les maladies auto-immunes sont des maladies rares, enfin je vais essayer de vous en convaincre, parce que ça ne reste pas encore trop dans la tête des gens. En fait, les maladies rares, c'est un problème de santé publique. Le coût est extrêmement élevé pour le diagnostic, le dépistage. C'est similaire ce coût au dépistage et à la prise en charge en fait, du cancer ou au dépistage et à la prise en charge des maladies cardiovasculaires. C'est un tel problème qu'en fait les différents États français, les uns à la suite des autres, en tout cas les différents gouvernements, ont décidé de mettre en place des plans maladies rares 1, 2 et puis maintenant 3. Donc les maladies rares sont des maladies chroniques et pour différencier les maladies rares d'une maladie complexe, commune, la maladie rare, c'est lié à une mutation dans un gène. On parle de maladie mendélienne, alors que les maladies communes, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, où on va avoir effectivement des bases génétiques, mais probablement de l'environnement et plein d'autres choses. Alors, faire un diagnostic de maladie rare, qu'est-ce que ça apporte comme impact et quelles prédictions on peut faire ? D'abord, on va apporter un diagnostic de précision. L'individu qui a des difficultés d'apprentissage ou qui a une malformation, si tout d'un coup on est capable de dire c'est telle maladie génétique, on est capable de dire exactement ce qui s'est passé. Et cette information claire et précise, elle peut soit, on va dire, soulager les parents parce que finalement on a réussi à faire un diagnostic et puis c'est un terme pas très choisi, mais un accident génétique, il n'y avait rien dans la famille, il n'y a que l'enfant qui a ce problème-là. La culpabilité levée, c'est pas de la faute entre guillemets des parents, il n'y a pas quelque chose qu'ils auraient fumé, bu, mangé, dit qu'il fallait pas. C'est comme ça, c'est le hasard, la malchance, pour reprendre la théorie de l'évolution avec les mutations régulières. Mais parfois, cette maladie, elle est héritée d'un des deux parents, et à ce moment-là, on va mettre la culpabilité dans le couple sur un des deux parents, et là, on a un vrai impact important. De faire ce diagnostic de précision et donc identifier une maladie génétique mendélienne, ça permet également de donner le risque de récidive dans le couple. Et il faut savoir que c'est quasiment une des premières questions qu'on a dans la tête quand on vient de nous dire une maladie, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et est-ce que mes enfants vont l'avoir ou est-ce que je l'ai hérité d'un de mes parents ? Enfin, le pourquoi du comment. Donc ça permet donc de déterminer le risque de transmission. On fait un conseil génétique et puis après il y a des applications, diagnostic prénatal ou diagnostic préimplantatoire, en sachant que c'est jamais très simple de se lancer dans cette histoire-là. Ça va aussi affiner la prise en charge, parce qu'après tout, faire un diagnostic de précision, c'est être capable de connaître les trajectoires de vie de l'individu. On va prendre un exemple tout bête, dans la trisomie 21, on sait qu'il y a des malformations cardiaques, on sait qu'il va y avoir des infections, on sait que la thyroïde ne va pas très bien marcher, il va falloir la prendre en charge, et on sait que ces événements vont arriver tout au long de la vie. Ça permet d'affiner la prise en charge également par rapport au type d'examen qu'on va proposer. On va faire l'examen juste et on va arrêter de dépenser
de l'argent pour rien, entre guillemets, et pas faire des grands bilans inutiles. On sait ce que l'on cherche, on ne dépense pas n'importe comment l'argent public. Ou son propre argent, le jour où il n'y aura plus l'argent public pour subvenir au bilan des patients. Sur un plan plus scientifique, en fait, faire le diagnostic d'une maladie rare, ça permet de démembrer les maladies. Et on va parler de 2 cas de figure particuliers. Le premier, c'est, alors le terme utilisé maintenant, c'est déficience intellectuelle. Avant, on parlait de retard mental. Et bien avant, il y avait d'autres définitions en fonction des avancées. Quand j'ai commencé les études de médecine souhaitant être généticien, puisque je fais partie, on va dire, des bébés de Monsieur Mattei, parce que je suis issu du test de génétique qu'il a créé lui, en fait, la déficience intellectuelle, la cause génétique, ou les causes génétiques, c'était uniquement 15%. Il y avait 20% de causes environnementales qui étaient liées à une souffrance, une méningite, une circulaire du cordon, et puis le reste, c'était multifactoriel. Multifactoriel, c'est le terme utilisé, c'est idiopathique. Alors dedans, il y a idiot. Ça veut dire juste on ne sait pas, et puis c'est un fourre-tout. Et en fait, il s'avère que maintenant, avec les progrès de la génétique et le séquençage nouvelle génération dont vous a parlé Laurence, on arrive à peu près à 70% de diagnostic de maladies mendéliennes, plus que 10% de causes environnementales. La circulaire du cordon, c'est probablement pas une vraie explication de difficulté d'apprentissage. Et la part multifactorielle est extrêmement diminuée. Ce qui veut dire que maintenant, on est capable d'apporter un diagnostic de précision et de mieux comprendre les trajectoires de vie du patient et de mieux le prendre en charge. Ça a permis aussi de montrer qu'il y avait plus de 700 gènes différents qui peuvent donner une déficience intellectuelle. L'autre type d'impact qui est en train d'arriver et qui est extrêmement intéressant, ce sont les maladies dites auto-immunes. En fait, on est en train de s'apercevoir que finalement, ces maladies auto-immunes que l'on pensait être liées à un phénomène bizarre, des infections à répétition qui finalement font que tout d'un coup, on va avoir une dérégulation de notre immunité qui va se retourner contre soi. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le seul mécanisme probable. Il y en a d'autres. En fait, le séquençage nouvelle génération a permis de mettre en évidence plein de maladies rares qui ont comme trajectoire de vie une susceptibilité génétique aux infections, puis l'évolution naturelle fait qu'il va y avoir de l'auto-immunité qui va arriver. Alors c'est un peu bizarre de vous dire que finalement, les infections, les virus, les bactéries, on n'est pas tous égaux face aux virus et bactéries, et il y a une part génétique qui lutte contre. Et il y a des gens qui ont tout le temps la gastroentérite, d'autres qui vont tout le temps avoir la grippe. Et bien probablement que ces gens-là, ils ont des variants génétiques qui font qu'ils vont être malades. Puis parfois, la maladie est plus importante et on va aller plus loin. Ce séquençage nouvelle génération a permis de mettre en évidence qu'environ la moitié des patients qui avaient un déficit immunitaire combiné variable, c'est-à-dire une fabrication des anticorps faibles, ont une maladie génétique mendélienne. C'est une vraie révolution. Donc, un diagnostic de précision, ça prédit les symptômes, ça permet une prise en charge adaptée, on peut faire de l'éducation thérapeutique, dépister très précocement ces symptômes et éviter que le patient développe des formes graves. Pour le patient, qu'est-ce que ça représente? Parce que là, je me suis positionné du côté du médecin qui fait du soin, mais il y a aussi le patient. En fait, l'identification de ces maladies rares a fait que le patient s'est emparé, il devient acteur en fait, de sa maladie et il a créé des associations de patients. Et dans ces associations de patients, ce regroupement de patients, finalement, il y a plus de savoir que le médecin qui va avoir 1, 2, 3 malades dans sa vie. Les patients ensemble, ils sont bien plus forts finalement. Et du coup, le patient est bien expert de sa maladie. Et arrive quelque chose de tout nouveau, qui est la médecine participative, où finalement le patient va donner ses informations pour aider les experts, médecins, à mieux comprendre la maladie. Et parfois, le corps médical, il a un peu du mal à se situer dans cette problématique de « je ne sais pas ». Le patient en face, il sait mieux avec Internet, il a plus d'informations, comment je fais? Par ailleurs, les lois de bioéthique, puisqu'on a beaucoup parlé de ça, imposent d'informer le patient de plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire avec l'analyse génétique?
Ensuite, de l'existence de l'association de patients. Je ne sais pas si tous les gens qui prescrivent des analyses génétiques sont au courant de cette obligation légale d'informer de l'existence d'associations et de donner ces informations-là aux patients. Concernant la société, on a parlé du patient, 2 minutes, alors je vais me dépêcher. Concernant la société, donc ces avancées en génétique ont permis de mettre en évidence les thérapies ciblées. Et la problématique, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à payer toutes ces thérapies ciblées? Est-ce qu'on ne va pas se trouver dans une situation compliquée? Les limites. Et après, je vous raconterai 2 histoires qui sont assez étonnantes par rapport à la législation. Les limites, c'est ce qu'on appelle la pénétrance des symptômes cliniques. Comment je vais être prédictif quand je fais un diagnostic très précoce de l'apparition des symptômes? Un exemple tout bête, je fais un dépistage non invasif de la trisomie 21, on en a parlé en anténatal. Comment je peux prédire s'il a une malformation cardiaque ou pas? 50% des enfants trisomiques 21 ont une malformation cardiaque. Si on le fait trop tôt et qu'on ne le voit pas à l'échographie, comment je peux prédire un des éléments de sévérité de cette maladie? Comment je peux prédire le degré de difficulté d'apprentissage de cet enfant? Comment je peux prédire tous les autres symptômes cliniques qui vont arriver ou pas? Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On ne sait pas non plus déterminer l'âge d'apparition des symptômes. Exemple, cancer du sein, mutation BRCA1, à quel âge va apparaître le cancer du sein? On a des informations, mais on ne les a pas vraiment. Et finalement, est-ce qu'on ne va pas courir avec ces diagnostics très précoces après des symptômes fantômes que les gens ne vont jamais développer? Est-ce qu'on ne va pas créer beaucoup d'angoisse, beaucoup de surveillance pour rien? Et ensuite, la famille. La famille, c'est... le patrimoine génétique, il appartient à l'individu, mais il appartient aussi à la famille. Et la loi, aujourd'hui, impose, quand on fait un diagnostic génétique, que les apparentés soient au courant de ce problème génétique. Mais est-ce que la famille veut savoir? Est-ce que le petit cousin, tranquille, il veut savoir s'il est porteur d'une mutation BRCA1? Est-ce qu'il veut savoir s'il a d'autres maladies? C'est une question qui est complexe, mais le législateur a décidé que le prescripteur devait informer les patients de la nécessité d'informer les apparentés. Alors, 2 histoires. La première, par rapport à cette législation et les impacts de la génétique. C'est un homme de 56 ans chez qui on vient de faire le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique. Je vous ai dit, c'est une maladie. Il y a des maladies mendéliennes rares. Ce monsieur a fait un don de sperme et 5 enfants sont nés de ce don de sperme. La législation impose d'informer ces enfants de cette maladie génétique. Ça veut dire qu'il va falloir lever dans la famille le secret que les parents ne sont pas des parents biologiques et apporter cette information de maladie extrêmement grave, incurable, pour ces enfants qui n'ont rien demandé, qui ne savaient même pas que leur père biologique n'était pas le père de famille n'était pas le père biologique. Ça, c'est la première information qui nous met en difficulté. Et la deuxième qui nous met en difficulté, c'est l'information aux apparentés. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une lettre d'un monsieur qui m'a dit « Mais de quel droit vous m'avez écrit pour m'informer qu'il y avait une maladie génétique dans ma famille ?» En fait, on n'a pas le droit de dire quelle maladie, on n'a pas le droit de dire qui est malade dans la famille, mais le législateur a laissé le choix au patient. Soit c'est le patient qui informe sa famille, soit c'est le médecin qui prend en charge, qui informe les membres de la famille. Donc vous imaginez, vous recevez un recommandé, parce que c'est ça qu'il faut faire, chez vous, qui dit, et il y a un modèle de lettre, en ma qualité de médecin, j'ai été amené à prendre en charge un membre de votre famille. Les examens effectués sur cette personne ont mis en évidence une anomalie génétique d'origine familiale qui peut faire l'objet de mesures de prévention et de soins. Appartenant à la même famille, il est possible que vous soyez également concerné par cette anomalie de façon directe ou indirecte. Cela ne signifie ni que vous êtes vous-même porteur de cette anomalie, ni, si tel était le cas, que vous êtes ou vous serez atteint d'une maladie. Et donc, compte tenu des textes de loi, on ne peut pas dire qui est malade, on ne peut pas dire quelle maladie, mais la personne reçoit ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.